L'histoire de France est particulièrement riche et complexe, alors rien que pour toi, j'ai résumé tout ça en 100 dates importantes, de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est parti! Je lève la tête, je vois les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tourne dans les cieux, quel est son moteur? Je veux savoir ce qui se cache derrière ces mystères. Ce qu'il y a d'un bout à l'autre des hémisphères. Alors pour commencer, c'est il y a 1,8 million d'années que nos plus lointains ancêtres ont foulé le sol de la métropole. En 16 000 avant Jésus-Christ, nos ancêtres du Paléolithique révèlent leur talent artistique dans les grottes de Lascaux avec leurs peintures rupestres. Aujourd'hui, tu peux admirer ces œuvres dans la reconstitution qui s'appelle Lascaux II. Environ 6 000 ans plus tard, en 10 000 avant Jésus-Christ, c'est l'entrée dans le néolithique. S'ensuit alors l'apparition de l'agriculture en 6 000 avant Jésus-Christ et puis les premières pratiques religieuses vers 4 500 avant Jésus-Christ. On retrouve des traces de cette période avec les alignements mégalithiques de Karnak par exemple. C'est un ensemble de menhirs associés à des tombes ou des dolmens. En 750 avant Jésus-Christ, on fait un grand bond dans l'histoire avec l'arrivée des Celtes sur nos territoires actuels. Plus tard, Jules César nommera ces Celtes les Gaulois qui constituaient une civilisation déjà bien avancée pour l'époque, que ce soit en matière d'agriculture, en alchimie ou concernant le commerce. En 52 avant Jésus-Christ, c'est la fameuse bataille de Gergovie et le siège d'Alésia dans le cadre de la guerre des Gaules. C'est une guerre qui oppose Jules César aux Gaulois. Après avoir battu les Romains à Gergovie, Vercingétorix est vaincu à Alésia, suite à quoi la Gaule se soumet à Rome. En l'an 406, le Rhin gèle et permet au peuple germain d'envahir la métropole. Les Wisigoths s'installent en Aquitaine, les Burgondes dans le bassin lyonnais et les Francs au nord de la Seine. En 451, c'est au tour d'Attila et aux Huns d'envahir l'Europe. Ils sont stoppés non loin de Troie par une alliance entre peuples germains et gallo-romains. Entre l'an 496 et l'an 505, puisque les dates ne sont pas très claires, Clovis, le roi des Francs, se fait baptiser à Reims et impose son autorité aux Gallo-Romains. Petit à petit, bataille après bataille, il étendra le royaume des Francs et ce royaume dessinera progressivement les frontières de la France. Clovis est le premier des Mérovingiens qui régneront pendant plus de 3 siècles sur la France. Il meurt en 511, âgé de 45 ans. Son prénom, déformé en Louis, sera par la suite porté par 19 autres rois de France. En 732, Charles Martel, duc des Francs, repousse les invasions arabes à Poitiers. Son nom vient du fait qu'il avait violemment écrasé les troupes musulmanes comme un marteau. 22 ans plus tard, en 754, son fils et successeur, Pépin le Bref, est nommé roi par ses pairs, reconnu comme héritier légitime des Mérovingiens. On a déjà fait les 10 premières dates de ce 100 faits sur l'histoire de France, alors n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît. Franchement, ça me soutient de fou et ça nous permet ensuite de faire des projets encore plus beaux. De 774 à 814, Charlemagne, fils de Pépin le Bref, règne sur le royaume des Francs. Sa longévité et ses réussites au combat font de lui l'un des rois les plus connus de notre histoire. Il agrandit considérablement le territoire du royaume, structure son administration, rétablit le latin et est fait empereur d'Occident en l'an 800 à Rome. C'est ainsi que le roi des Francs devient empereur des Romains et allié de taille du pape. En l'an 842 sont prononcés les serments de Strasbourg. Ce sont des serments d'assistance mutuelle entre deux héritiers de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique. Ce sont les premières traces de langue française et allemande, héritières des langues romanes et tudesques. En 987, Hugues Capet est élu roi des Francs, écartant les descendants de Charlemagne. Il est sacré à Reims comme Clovis le 3 juillet 987. C'est le début de la lignée capétienne et la fin de la lignée carolingienne. Hugues Capet fait de Paris la capitale du royaume. En 1095, le pape Urbain II invite les chevaliers à libérer leurs frères d'Orient et sécuriser les routes du pèlerinage en Terre Sainte. Des milliers de chevaliers capétiens répondent à ce premier appel à la croisade. D'autres suivront dans l'histoire, illustrant l'influence de la papauté sur les royaumes européens. En 1137, Louis VII le Jeune, héritier du royaume franc, épouse Aliénor d'Aquitaine. Cette union agrandit considérablement le royaume jusqu'aux Pyrénées. Le 15 janvier 1200 est fondée l'Université de Paris. Elle permet aux jeunes francs d'apprendre la théologie et d'étudier les anciens textes. L'année 1233 est marquée par la création de l'Inquisition. Cette année-là, le pape Grégoire IX crée un tribunal chargé de trouver et condamner les hérétiques, appelé donc l'Inquisition. Les hérétiques étaient ceux qui n'allaient pas dans le sens de l'Église. Ce tribunal fera des millions de victimes à travers les âges. En 1226, le roi Louis IX, dit Saint Louis, monte sur le trône et y restera jusqu'à sa mort en 1270. Il fait notamment construire la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité après avoir acheté la couronne d'épines du Christ pour redorer l'image de Paris. Louis IX participe à plusieurs croisades mais meurt en 1270 du typhus suite à une 8e et dernière croisade. Il laisse derrière lui en héritage un royaume puissant et respecté. En 1285 débute le règne de Philippe le Bel. Il règne pendant 29 ans durant lesquels la France consolide
consolide ses frontières. C'est aussi une période où le roi se détache de plus en plus de l'influence du pouvoir religieux. L'année 1307 marque l'arrestation des Templiers, ces chevaliers moines qui vivent en France depuis la fin des croisades. Une arrestation très musclée puisqu'ils seront torturés, jugés et condamnés, à l'instar du grand maître Jacques de Molay, brûlé vif en 1314. L'année 1337 marque elle le début de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. D'ailleurs, peut-être qu'un de tes ancêtres a fait la guerre de 100 ans. Et ça, tu peux le savoir grâce au sponsor de cette vidéo, MyHeritage. MyHeritage, c'est le service d'histoire familiale numéro 1. Il s'agit d'un site d'arbre généalogique intuitif et facile à utiliser qui te permet de trouver rapidement tes ancêtres dans le monde entier. Sur MyHeritage, tu trouveras des informations sur les membres de ta famille grâce à l'immense base de données et grâce aux plus de 19 milliards de documents historiques recensés. Tu pourras alors apprendre ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, qui ils fréquentaient et bien d'autres faits intéressants. En entrant quelques informations, le site retrace ton arbre généalogique et te permet de remonter le temps, c'est fascinant. Regarde un peu comme c'est simple. J'ai moi-même pu remonter jusqu'en 1765 et découvrir que certains de mes ancêtres étaient originaires de Bousbecque, une petite ville située à côté de la Belgique, et que ma cousine au second degré y vivait. Alors sur le site, tu peux aussi utiliser l'outil découverte et ajouter une branche entière à ton arbre en un clic. Et en plus de ça, MyHeritage te permet même de trouver des photos de tes ancêtres. Par exemple, j'ai trouvé ces photos incroyables de mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui est né en 1846. Avec cet outil, tu peux également colorier, réparer et même animer de vieilles photos de tes proches, c'est absolument incroyable. Alors n'hésite pas à construire ton propre arbre généalogique et à faire des recherches sur l'histoire de ta famille. Avec MyHeritage, c'est super intéressant et super facile. En plus de ça, tu bénéficies d'une période d'essai gratuite de 14 jours en cliquant sur le lien dans ma description. Merci encore à MyHeritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. On peut poursuivre sur la suite. En 1347, la Grande Peste ou peste noire sévit sur tout le royaume et décime jusqu'à 40% de la population dans certaines régions. Paradoxalement, cette peste améliore la qualité de vie des survivants en diminuant la pression démographique sur les terres agricoles et en entraînant une hausse des salaires pour la main-d'œuvre restante. En 1380, Charles VI monte sur le trône de France. 12 ans plus tard, en 1392, alors âgé de 24 ans, il est pris de folie. Devenu fou, il ne peut plus régner correctement et les querelles internes du royaume s'intensifient. Les Anglais en profitent et en 1415, lors de la fameuse bataille d'Azincourt, les archers anglais anéantissent la cavalerie française. En 1422 débute le règne de Charles VII, surnommé le Petit Roi de Bourges. Il n'a alors que très peu d'influence, mais en 1429, une jeune paysanne nommée Jeanne d'Arc, écoutant des voix célestes, le rejoint et lui promet de l'aider à bouter les Anglais hors de France. Elle emmène alors Charles VII se faire couronner à Reims et mène ses troupes vers la victoire dans plusieurs batailles. Tout cela motive davantage les troupes et rassemble le peuple français derrière son roi. Jeanne d'Arc a rempli sa mission, mais prise pour une sorcière, elle est brûlée vive à Rouen en 1431. Des années plus tard, en 1453, Charles VII met fin à la guerre de 100 ans en triomphant des Anglais lors de la bataille de Castillon. En 1491 a lieu le mariage d'Anne de Bretagne et de Charles VIII, la Bretagne devient alors française. En 1515, François Ier accède au trône et s'illustre rapidement face aux Italiens lors de la bataille de Marignan la même année. Une bataille reconnue comme la plus meurtrière depuis l'Antiquité avec pas moins de 16 000 morts, un chiffre impressionnant pour l'époque. Soutenu par François Ier, l'explorateur Jacques Cartier découvre le Canada en 1534. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts modernise complètement l'administration en instituant l'état civil et en imposant le français comme langue privilégiée et non plus le latin, plus élitiste. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est le plus ancien texte normatif encore en vigueur en France. En 1560 débute le règne de Charles IX. Au départ, c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui assure la régence. 2 ans plus tard, en 1562, débutent les guerres de religion, opposant principalement catholiques et protestants. Au total, il y en aura 8 et plus de 2 millions de victimes à cause des famines et maladies inhérentes au combat. En 1572 a lieu le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. Le 24 août 1572, des milliers de protestants sont massacrés à travers le pays. C'est toujours dans un climat tendu qu'Henri IV accède au trône en 1598. Il signe alors l'édit de Nantes, un édit qui prône la paix entre religions et accorde une place aux protestants dans la vie française. En 1608, l'explorateur Samuel de Champlain fonde la ville de Québec de l'autre côté de l'Atlantique. En 1609,
1610, Henri IV est assassiné, son fils Louis XIII lui succède mais son pouvoir est limité. En 1624, le cardinal Armand Duplessis de Richelieu entre au conseil du roi et entend bien l'aider à retrouver un pouvoir monarchique fort. Il commence par discipliner la noblesse et mate les rebelles protestants lors du siège de La Rochelle en 1628. Intelligent et dévoué à la couronne, Richelieu est un homme d'État moderne qui sert l'intérêt national et aide Louis XIII à asseoir son autorité dans et en dehors du royaume. En 1635, le cardinal de Richelieu fonde l'Académie française, une institution culturelle française qui contribue encore aujourd'hui au rayonnement de la langue française. La même année, en 1635, la France déclare la guerre à l'Espagne et entre dans la guerre de 30 ans. L'année 1643 marque le début du célèbre règne de Louis XIV, le roi Soleil. Et en 1648 sont signés les traités de Westphalie qui mettent fin à la guerre de 30 ans. En 1661, le cardinal Mazarin, premier ministre de Louis XIV depuis son accession au trône, décède. Alors âgé de 22 ans, le roi Soleil décide qu'il se passera de premier ministre et annonce gouverner seul. C'est le début de la monarchie absolue. En 1680 est fondée la Comédie Française et en 1682 la cour s'installe à Versailles, un magnifique palais que le roi a fait construire pour sortir du palais du Louvre et de Paris. Derrière la beauté du lieu, l'idée était aussi pour Louis XIV de pouvoir mieux contrôler sa cour. En 1685, l'édit de Nantes est révoqué, les protestants fuient alors le royaume. La même année, le Code noir est promulgué, ce texte donne un cadre aux relations entre maîtres et esclaves dans les colonies d'outre-mer. L'année 1715 marque le décès du roi Soleil, alors âgé de 77 ans, et le début du règne de son arrière-petit-fils Louis XV, âgé de 5 ans au moment de monter sur le trône. À ce moment-là, la France est le royaume le plus peuplé et puissant d'Europe, un royaume bien protégé par les stratégies militaires et architecturales de Vauban. En 1751 est publié le premier tome de l'encyclopédie, écrit par Diderot et d'Alembert, aidé de nombreux savants. Ce livre est un condensé de savoir encore bien utile aujourd'hui. 5 ans plus tard, en 1756, débute la guerre de 7 ans. Cette guerre implique toutes les grandes puissances européennes de l'époque et la France ne s'en tire pas très bien. La guerre s'achève en 1763 avec le traité de Paris. La France cède alors une grande partie de son empire colonial aux Anglais, notamment le Québec et les Indes. En 1768, la France achète la Corse à la République de Gênes. En 1774, Louis XVI accède au trône à l'âge de 20 ans. Durant son règne, l'équilibre du royaume est bouleversé. En 1789, plusieurs événements historiques importants ont lieu. Le 5 mai, les États généraux sont convoqués par le roi Louis XVI. Confronté à une situation politique et financière délicate, l'idée était de rassembler cette assemblée des 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, pour décider de nouvelles réformes. Le 20 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume. Les députés se rassemblent dans la salle du jeu de paume et jurent de n'en sortir qu'après avoir rédigé une constitution pour la France. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille et le début de la Révolution française. Le 4 août 1789, les députés votent l'abolition des privilèges. Le 26 août, les députés votent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte est encore aujourd'hui un modèle à travers le monde et nous marque dès les premières lignes. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est assez fort. 3 ans plus tard, le 10 août 1792, le roi Louis XVI et sa famille sont faits prisonniers par le peuple. C'est la chute de la monarchie en France. Une chute également marquée quelques mois plus tard par l'exécution de Louis XVI, guillotiné en place publique le 21 janvier 1793. Sa femme Marie-Antoinette subit le même sort quelques mois plus tard, le 16 octobre. Le 4 février 1794, l'Assemblée de la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Le lendemain, elle instaure le drapeau tricolore de façon officielle. Le 10 juin 1794 débute ce qu'on appelle la Grande Terreur. Des milliers de personnes, dont certains révolutionnaires de la première heure, comme Danton, sont tués sur ordre de Robespierre, seul maître à Paris. Un peu plus tard, le 28 juillet, Robespierre à son tour est renversé et guillotiné, ce qui met fin à la terreur. Le 10 novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte renverse le régime en place par coup d'état et devient le mois suivant premier consul de France dans le tout nouveau consulat. Le 19 mai 1802, Napoléon crée la Légion d'honneur et le lendemain, il rétablit l'esclavage dans les colonies. Le 21 mars 1804, Bonaparte promulgue le Code civil, peut-être son plus bel héritage laissé à la France et encore utilisé aujourd'hui. Le 18 mai 1804, Napoléon, pour se féliciter d'avoir consolidé les frontières de la France et ramené l'ordre dans le pays, échange son titre de premier consul pour celui d'empereur. Il est sacré le 2 décembre 1804 à Notre-Dame. 10 ans plus tard, le 6 avril 1814, Napoléon est contraint d'abdiquer après une défaite face à la coalition des autres puissances européennes. Il s'exile alors sur l'île d'Elbe. En 1815, il revient et reprend le pouvoir en 100 jours, mais de nouveau il est stoppé à Waterloo le 18 juin 1815. Et cette fois-ci, il est emmené sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. 1815 marque la chute de Napoléon et le début du règne de Louis XVIII qui en profite pour restaurer la monarchie.
Traité après traité, la France perd les territoires gagnés sous Napoléon pour finalement revenir à ses frontières de 1790. En 1824, Charles X succède à son frère Louis XVIII sur le trône de France. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, ce sont les Trois Glorieuses, une courte révolution qui fait abdiquer le roi Charles X. Mais finalement, ce n'est pas une république qui naît de cette révolution, mais une nouvelle monarchie avec le duc d'Orléans qui devient roi des Français le 31 juillet 1830 sous le nom de Louis-Philippe Ier. Les 23 et 24 avril 1848 ont lieu les premières élections au suffrage universel en France pour les élections à l'Assemblée, et 3 jours plus tard, le 27 avril, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'ex-empereur, est élu président de la République française. Élu pour 4 ans seulement, Louis-Napoléon souhaite se représenter, mais la Constitution le lui interdit. Il décide alors en 1851 de garder le pouvoir par la force en faisant un coup d'État. En 1852, Louis-Napoléon devient ainsi Napoléon III, nouvel empereur des Français. En 1864 est adoptée la loi sur le droit de grève. En septembre 1870, après une défaite contre la Prusse, l'empereur Napoléon III est capturé et renversé. Le 4 septembre, les Parisiens proclament la Troisième République. Quelques mois plus tard, en avril 1871, a lieu l'insurrection de la Commune. Paris est occupé par l'armée prusse et des Parisiens lancent des émeutes. L'insurrection de la Commune est fortement réprimée par l'armée prussienne, faisant plus de 20 000 morts. Au même moment, l'Alsace et la Lorraine sont annexées par la Prusse. En 1880, Jules Ferry, alors ministre de l'Éducation sous la présidence de MacMahon, rend l'éducation laïque et obligatoire. Il expulse les religieux des milieux éducatifs. En 1888, Louis Pasteur fonde le premier centre de recherche moderne, l'Institut Pasteur. Le 31 mars 1889 est inaugurée la Tour Eiffel qui fête alors le centenaire de la Révolution française, 11 ans avant le début de l'Exposition universelle de Paris de 1900. L'année 1898 est marquée par l'affaire Dreyfus, capitaine juif injustement accusé de haute trahison et dont le sort passionnera les foules, à commencer par Émile Zola qui publiera sa lettre J'accuse pour défendre son innocence. En 1900, c'est l'Exposition universelle de Paris. En plus de la Tour Eiffel, de nombreux monuments actuels ont été construits à cette occasion, comme le pont Alexandre III, le Grand Palais, le Petit Palais, les gares d'Orsay, de Lyon et des Invalides, et le premier métro permettant de relier le bois de Vincennes où ont lieu les deuxièmes Jeux Olympiques de l'ère moderne. En 1905 est votée la loi de séparation des églises et de l'État sous l'impulsion du député Aristide Briand. En 1914 débute la Première Guerre mondiale, elle prendra fin 4 ans plus tard avec l'armistice signé le 11 novembre 1918. Si tu veux en savoir plus sur cette période de l'histoire, j'ai sorti 2 vidéos dédiées à ce sujet sur ma chaîne, n'hésite pas à y jeter un œil et me dire ce que tu en penses. En 1936, le Front populaire de Léon Blum remporte les législatives. Les accords de Matignon sont signés quelques semaines plus tard et avec eux de nombreuses réformes comme la semaine de 40 heures, les congés payés, l'augmentation des salaires et la nationalisation de nombreuses entreprises avec notamment la création de la SNCF. 3 ans plus tard, une nouvelle guerre mondiale éclate après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie d'Hitler. Le 18 juin 1940 restera marqué par le célèbre appel à la résistance du général de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. En juillet 1942, une page très sombre de notre histoire s'écrit avec la rafle du Veldiv. Des dizaines de milliers de juifs, adultes comme enfants, seront envoyés dans des camps d'extermination et seules quelques dizaines y survivront. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement des Alliés en Normandie et le début de la libération de la France. 4 jours plus tard, le 10 juin, le village d'Oradour-sur-Glane est massacré par les nazis, un massacre qui marque aujourd'hui encore nos mémoires. Paris est libéré le 25 août 1944 et un an plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, laissant derrière elle une Europe en ruine et couverte de sang. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo dédiée à cette guerre. En 1946, des cendres de la Seconde Guerre mondiale, naît la 4ème République. La même année, la France s'engage sur un nouveau front en Indochine. 4 ans plus tard, sous l'impulsion de Jean Monnet et Robert Schuman, l'année 1950 est marquée par la création de la CECA, un premier pas vers la paix et la collaboration entre pays européens après les guerres mondiales. Dans la même dynamique, en 1957, le traité de Rome marque la création de la CEE, l'ancêtre de l'actuelle Union européenne. La France est là encore l'un des pays fondateurs. En 1958, Charles de Gaulle devient le premier président de la toute nouvelle 5ème République. 4 ans plus tard, en 1962, les accords d'Évian sont signés. Ils mettent fin à la tragique guerre d'Algérie, une guerre qui aura fait au total plus de 500 000 victimes et laissé des cicatrices indéniables dans les mémoires. En mai 1968, la jeunesse se soulève contre la rigidité des pouvoirs en place et conteste l'autorité de leurs aînés, notamment politiques. De grandes manifestations et des grèves bousculent le pays tout entier, si bien que l'année suivante, en 1969,
1969, le président Charles de Gaulle démissionne. C'est Georges Pompidou qui lui succède à la tête de l'État. L'année 1973 marque la fin des 30 Glorieuses, période faste économiquement pour la France. La fin des 30 Glorieuses est ensuite aggravée par la guerre du Kippour et le choc pétrolier d'octobre 1973 qui donne lieu à une crise financière globale sans précédent. En 1974, le président Georges Pompidou décède subitement. Son successeur est Valéry Giscard d'Estaing, âgé de 48 ans lors de son élection. VGE, comme on le surnomme, lancera plusieurs réformes dont la légalisation de l'avortement proposée par Simone Veil, la majorité à 18 ans ou encore le divorce par consentement mutuel. En 1979, la fusée Ariane est lancée depuis Kourou en Guyane française. Ce lancement réussi montre aux soviétiques et aux américains que les Français et Européens sont aussi capables de conquérir l'espace. En parlant d'Européens, en 1992 est signé le traité de Maastricht qui marque la naissance de l'Union européenne. En 1994, François Mitterrand et la reine Elisabeth II inaugurent le tunnel sous la Manche. Long de 50,5 km, il permet de relier la France à l'Angleterre. C'est grâce à ce tunnel que tu peux aller à Londres en train sans avoir besoin de prendre l'avion ou le ferry. En 1996, le président Jacques Chirac annonce la fin du service militaire obligatoire. Cela faisait plus de 2 siècles qu'il existait. En 1998, la France, portée par son équipe Black Blanc Beurre, remporte la première Coupe du Monde de football de son histoire. Zinedine Zidane inscrit un doublé en finale, entrant ainsi encore un peu plus dans la légende du sport français. Il faudra attendre 20 ans et la Coupe du Monde 2018 pour que cela se reproduise. En 2003, contestant l'intervention américaine en Irak, Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, donne un discours mémorable. Pendant 15 minutes, il explique pourquoi la France s'oppose à l'intervention des États-Unis en Irak au nom de la paix. Et c'est la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU applaudit un discours. Je vous laisse écouter un extrait. C'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. En 2015, les attentats de Charlie Hebdo puis celui du Bataclan plongent la France dans l'ombre du terrorisme. En 2017, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la République française. Son premier mandat est marqué en 2018 par la crise des Gilets jaunes. L'année 2020 restera marquée par la pandémie de Covid-19 et le premier confinement en France, une période très particulière où le monde entier s'est arrêté et les villes transformées en villes fantômes. Finissons par 2024, une année marquée par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, 2 événements qui ont rassemblé des millions de personnes et de superbes images. Voilà, c'est déjà fini. Alors forcément, il y a plein d'événements dont j'ai pas pu parler, mais normalement ça te donne déjà de super bases pour comprendre l'histoire de notre pays. J'en profite également pour remercier de nouveau MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. Pour rappel, tu bénéficies d'une période d'essai gratuite de 14 jours en cliquant sur le lien dans la description. Tu peux également scanner ce QR code. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit like, ça fait hyper plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao! Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur.